Deux courants sont aujourd'hui en cours de développement en France dans le domaine du maraîchage biologique. Il s'agit du maraîchage sol vivant et du maraîchage bio-intensif. Je vais prendre le temps de cette vidéo pour d'un peu décortiquer tout ça, un peu repositionner le contexte, et puis vous donner un essai de comparatif pour que vous-même vous puissiez vous positionner si le maraîchage biologique vous intéresse, pour déterminer dans lesquelles démarche vous voulez vous inscrire. Intensif, il vient de la tradition des maraîchers parisiens du 19e siècle, une tradition qui a quasiment périclité, de fait, que cette ceinture maraîchère qui entourait Paris et qui faisait que la ville était complètement autosuffisante en légumes a quasiment complètement disparu aujourd'hui. C'était une agriculture qui était extrêmement productive. La plupart des fermes étaient sur des formats autour de 8000 m², tenues chacune par une famille. Donc c'était vraiment sur des fortes densités de production. D'ailleurs, c'était de telle qualité, d'un tel niveau de productivité qu'on y avait beaucoup d'exports, notamment vers l'Angleterre. Donc ces techniques, cette tradition-là, c'est les racines, les sources d'inspiration premières du courant maraîchage bio-intensif. On peut voir ça sur une carte postale d'époque, une image ici. Alors voilà, on peut voir ici, c'était des cloches en verre qu'ils utilisaient pour forcer les plants à se développer. Beaucoup d'astuces, beaucoup de techniques adaptées sur du maraîchage en petite surface. Après, il faut quand même avoir en tête que c'était un travail très très intense. Il pouvait avoir des journées de travail jusqu'à 17-18 heures de travail par jour. Donc ça demandait énormément de travail manuel. Donc à mon sens, voilà, c'est une source d'inspiration majeure, mais il faut quand même avoir une petite distance critique par rapport à ça et se demander comment est-ce qu'avec les techniques et les connaissances dont on dispose aujourd'hui, on peut aussi réadapter tout ça pour que ça soit aussi plus viable d'un point de vue de temps de travail. Un des ouvrages majeurs là-dessus, c'est le guide manuel pratique de la culture maraîchère de Paris, première édition en 1848, qui est un des ouvrages qui détaille justement ces techniques. Je vous mets le lien vers un téléchargement gratuit en dessous de la vidéo. Alors, ce sont des anglophones qui vont apprendre cette technique de maraîchage bio-intensif parisien et vont le réadapter au cours du XXe siècle. Je peux notamment parler d'Alan Chadwick, qui est un jardinier anglais né en 1909, mais décédé en 1980. Un jardinier anglais qui a étudié à la fois la biodynamie et le maraîchage bio-intensif en France, s'est réapproprié ces approches-là et a développé son propre site de démonstration et de formation en Californie. Voilà, donc à partir du fin des années 60, début des années 70, il va œuvrer à la diffusion de son courant, de sa façon de faire du maraîchage et du jardinage. Et donc il va œuvrer à la diffusion finalement de ses connaissances, de ses techniques de maraîchage bio-intensif aux États-Unis. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo vers un documentaire où il est interviewé, où il s'exprime sur son approche, sa philosophie. Il va inspirer beaucoup Eliot Coleman, né en 1938, donc un maraîcher qui lui va beaucoup étudier ce maraîchage bio-intensif. Il va s'installer à partir de 1968 avec son épouse, et puis il va faire des voyages d'études en Europe, notamment aux Pays-Bas, en France et en Allemagne, à partir de 1974, plusieurs voyages d'études pour étudier les techniques, les méthodes de maraîchage biologique en Europe. Et il va développer au fil des décennies beaucoup de techniques, beaucoup de réflexions agronomiques sur les façons de développer du maraîchage bio sur de la petite surface de façon vraiment optimisée. Et donc il va donner lieu à l'écriture de plusieurs ouvrages. Une grande partie de cette littérature est uniquement disponible en anglais aujourd'hui, il n'y a pas de traduction en français. Que ce soit aussi bien du maraîchage professionnel que du jardinage. Alors, deux ouvrages majeurs dans cette littérature, c'est le New Organic Grower, qui n'est malheureusement pas encore traduit en français, première édition en 1985, qui vraiment est l'ouvrage de référence où il explique sa façon de mener un système maraîcher bio en petite surface. Voilà, il y a plusieurs éditions successives. Ici, c'est la dernière édition, celle du 30e anniversaire de la publication du livre.
Et puis il y a un autre ouvrage, cette fois-ci traduit en français, qui s'appelle le titre français est donc Des légumes en hiver, qui détaille ces techniques pour faire donc de la production maraîchère en plein hiver, via voilà, comment concevoir un système et puis utiliser différentes techniques pour voilà, être en capacité de faire de la production finalement sur les 4 saisons. Donc on est sur une recherche à chaque fois très inventive pour trouver des petits outils, des techniques, finalement des outils qui souvent il va bricoler lui-même et qui vont permettre donc d'être très efficaces. Alors je sais, par exemple c'est le sarcloir il a développé un sarcloir sur roue, aussi des semoirs sur roue, utiliser un simple râteau qu'il va utiliser pour faire ses lignes de culture, ce qui va être réinterprété après par Jean-Martin Fortier. C'est lui qui a développé avec d'autres techniciens, ça s'appelle le semoir Coleman, pour son nom. Il permet de faire de la semis très dense sur les planches de culture. Alors maintenant, un autre personnage très important sur la question du maraîchage bio-intensif, c'est John Jeavons, un autre américain, qui a théorisé son approche dans un ouvrage, on a encore traduit en français, qui est How to Grow More Vegetables, donc comment faire pousser plus de légumes, hein, littéralement. Là on en est aujourd'hui à la 9e édition, donc un ouvrage vraiment de référence. Si vous comprenez bien l'anglais à l'écrit, n'hésitez pas, ça vaut le coup de l'acheter. En tout cas son approche est vraiment très définie d'un point de vue agronomique. On est sur d'abord un amoblissement du sol en profondeur avec une technique de double bêchage. On va d'abord excaver le sol sur la profondeur d'un fer de bêche et on va ameublir le sol sur la profondeur d'un autre fer de bêche en dessous, remettre la terre qu'on avait excavée au-dessus. On essaie de pas trop mélanger les horizons, mais quand même on va faire un ameublissement du sol, une décompaction du sol très en profondeur, donc sur 60 cm de profondeur théoriquement. Alors pourquoi? C'est pour plusieurs raisons. C'est pour apporter beaucoup de décompaction, ce qui est favorable à toutes les cultures maraîchères. Faire en sorte que les plantes aussi puissent développer leur système racinaire vraiment en profondeur facilement, ce qui permet in fine de faire de l'éplantation très dense, parce que si votre sol est compact, les systèmes racinaires des plantes, si vous les semez densément les unes à côté des autres, ils vont se faire concurrence. Et puis l'idée aussi, c'est que ce fort oxygénation du sol mène à une forte taux de minéralisation des matières organiques, qui donc in fine amène beaucoup de nutriments pour les plantes. Autre principe, donc on va produire sur place et amener beaucoup de matières organiques qui vont faire de l'humus, donc notamment les composts et les mulches organiques, et pour faire remonter le taux de matière organique le plus possible pour là aussi avoir une très forte productivité. On est sur des plantations très denses, qui sont largement au-dessus de ce qui se fait de façon standard dans les productions maraîchères. Là aussi pour une optimisation de l'espace, c'est jouer sur des associations de culture, donc soit des complémentarités entre les plantes, qui sont diverses. Ça peut être une plante qui repousse le ravageur d'une autre, une qui va tendance à rendre biodisponible un sel minéral pour une autre plante, bref. Il y a différentes formes de complémentarité qu'on peut trouver. On est aussi sur une culture du carbone. John Jeavons détermine que sur une ferme, il faudrait que 60% de la surface cultivée, alors que ce soit en rotation, serve à faire essentiellement des matières carbonées. Donc ça peut être du sorgho, du mil, du tournesol, du miscanthus, en tout cas des plantes qui ont beaucoup poussé, qui vont générer beaucoup de biomasse, une biomasse très carbonée, qui va servir donc in fine à faire du compost et du mulch. L'objectif derrière, c'est que on crée des lieux qui soient autonomes au niveau de leur fertilité, autonome au niveau de leur mulch, et qu'on n'ait pas besoin, comme ça se voit d'habitude, d'apporter du mulch depuis un autre lieu, un lieu externe, ce qui est assez courant. On est aussi sur une recherche d'autosuffisance alimentaire très forte, et donc c'est pour ça qu'il pose lui le fait que dans un système idéal, on est sur une culture des calories sur 30% de la surface cultivée. Selon lui, si on voulait faire des systèmes où on va chercher à être sur une autonomie alimentaire, il faudrait que 30% de la surface cultivée serve à produire des plantes donc, qui vont avoir une très forte densité en calories. Alors on peut citer la patate douce, la pomme de terre est extrêmement efficace. Théoriquement, dans son système, avec 75 mètres carrés de pommes de terre cultivées, on peut apporter la totalité des calories nécessaires à un être humain adulte pendant une année. Vraiment, l'être humain ne veut
pas se nourrir que de pommes de terre, il aurait des déficiences nutritionnelles, mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur, quoi, sur le fait que la pomme de terre est extrêmement efficace, effectivement, en termes de productivité de calories au mètre carré. On peut citer aussi le panais, le salsifis, le scorsonère et l'ail, parmi les cultures qui permettent donc de produire beaucoup sur très petite surface, beaucoup de calories. Et donc, si on prend la culture du carbone avec 60% de la surface cultivée et les cultures de calories sur 30% de la surface cultivée, il reste 10% dans son système théorique pour les autres plantes, donc comme les autres plantes maraîchères, qui vont apporter des nutriments, qui vont apporter des vitamines, qui vont apporter des enzymes, beaucoup de choses bénéfiques, qui vont apporter aussi beaucoup de diversité au niveau des goûts, au niveau des saveurs, hein, bien sûr, tout ça est intéressant, mais qui sont par contre limités au niveau de leur rapport en calories. Et puis on est sur une recherche d'autonomisation sur le plan des semences aussi, et donc on est sur l'utilisation de ce qu'on appelle les variétés population, donc des variétés qui ne sont pas hybridées, qui ne sont pas issues de systèmes de production industriels, et donc qui permettent donc de sauvegarder une diversité génétique dans les plantes cultivées et d'être in fine autonomes, y compris sur l'aspect semence. Et d'après lui, tous ces principes doivent être mis en œuvre en même temps, en synergie. De ce point de vue, tout ça n'a de sens que si tout rentre en cohérence. Il ne faudrait pas appliquer juste un des principes. C'est quand tous ces principes sont appliqués en même temps qu'on a un système réellement fonctionnel. Et c'est souvent une limite sur les gens qui se réclament de Jevons. C'est fréquent que certains n'utilisent qu'une partie de ces principes. Par exemple, fassent des associations très denses de culture en association, mais n'aboblissent pas le sol en profondeur ou n'assurent pas l'autonomie en carbone. Voilà. Donc on est sur des systèmes qui ne sont pas optimisés au final. Donc il faut vraiment penser à la totalité du système. Bon, il a développé ça dans une structure qui s'appelle Grow Biointensive. Je vous mets le lien là aussi vers le site internet en dessous de la vidéo. Donc une ONG américaine qui œuvre sur le développement, la recherche-action aussi de cette méthode de maraîchage biointensif aux États-Unis, mais aussi dans les pays du tiers-monde, où vraiment il y a des résultats, des retours d'expérience extrêmement positifs. Alors, on ne peut pas parler du maraîchage biointensif sans évoquer les travaux de Jean-Martin Fortier et son épouse Maud-Hélène Desroches, donc eux, des Québécois, qui sont installés leur système en s'inspirant fortement du maraîchage biointensif tel que développé par Eliot Coleman. Alors, leur lieu s'appelle les Jardins de la Grelinette, un petit lieu, finalement ils sont arrivés on est sur 8000 mètres carrés cultivés, ce qui est, voilà, on est typiquement sur une disposition en micro-ferme. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur leur système, en tout cas vous pouvez voir avec ces photos satellites quelques premières observations. D'abord, c'est la présence d'abris pour la biodiversité, hein, de cette histoire de trame écologique qui est un peu présente sur l'aspect bordure, puisqu'on a donc des haies puis une forêt dans la partie sud. On a aussi l'aspect design en permaculture qui les a un peu inspirés, puisque notamment il y a l'histoire de l'optimisation des déplacements avec le local technique qui va se situer vraiment au centre de la ferme pour limiter les déplacements au quotidien. On a il fonctionne avec un étang qui va permettre d'avoir une autonomie en eau forte. On a toutes les planches de culture sont les mêmes dimensions, c'est 30 mètres de long, 75 cm de largeur avec un passe-pied de 40 cm. Donc un système standardisé, il y a un fort ratio de culture en serre, puisque c'est dans les cultures en serre qu'on peut allonger les saisons de culture, on pense en particulier en début de printemps, fin d'automne, début hiver. C'est aussi ce qui permet donc de dégager aussi beaucoup de chiffre d'affaires via des cultures comme les solanacées, donc les tomates, les aubergines, les concombres, qui sont des cultures d'été qui ont besoin de beaucoup de chaleur et d'humidité pour prospérer. Donc c'est aussi pour ça que dans les micro-fermes maraîchères, les serres ont une proportion importante des surfaces cultivées. Bref, beaucoup de données en fait quand on décortique leur système. Donc quelques chiffres. Ils sont arrivés à 2015, quand leur système est stabilisé, à 150 000 $ canadiens de chiffre d'affaires, donc sur quasiment un hectare cultivé.
On est sur des ventes essentiellement donc l'équivalent des AMAP, avec 140 paniers sur 20 semaines de livraison, avec une culture d'avril à décembre, eux étant contraints par les conditions pédoclimatiques locales avec des hivers très très rudes, hein, je précise. 2 marchés fermiers par semaine pendant les saisons de culture et de production. Ils développent un mesclin qu'ils ont appelé signature, donc un mélange de verdure qui a haute valeur ajoutée, qui est distribué dans certains restaurants, donc c'est une des productions haut de gamme. Ils ont un salaire familial confortable, ils sont 2 associés, donc ils sont mariés femmes, ils ont 2 salariés à temps plein, plus 2 apprentis en rotation, qui sont aussi à temps plein du reste. Leurs plages de travail sont 8h-17h, ça c'est un cadre aussi qu'ils ont posé, qui est fort, puisque c'est très fréquent que dans le monde du maraîchage, on aille bien au-delà de 17h, hein, et qu'on commence à travailler avant 8h du reste. Donc cette contrainte horaire, ça aussi c'est un des cadres que je trouve intéressant, c'est que ça les a forcés à optimiser à fond leur itinéraire technique, et à trouver toujours dans une démarche de créativité continue, pour trouver des techniques, des astuces, des outils qui vont leur permettre d'économiser du temps. Et in fine, à 17h, de lâcher leurs outils et de pouvoir consacrer le reste de leur vie, à leur vie de famille, à leurs loisirs, etc., etc. Et ce qui permet aussi d'assurer une viabilité, je pense, sur le plan humain et sur le plan de la santé, puisque c'est assez fréquent, malheureusement, que les maraîchers développent, au bout de quelques années d'activité, des maladies, notamment les troubles musculo-squelettiques, qui sont dus au fait qu'ils ont trop de travail physique, notamment causé par le nombre d'heures de travail. Alors ça, aussi les outils utilisés, les postures de travail jouent beaucoup, mais le fait qu'ils consacrent fréquemment 50 heures, 60 heures, 70 heures de travail par semaine, hein, dans le monde du maraîchage, c'est assez courant, et bien ça leur abîme leur santé. Donc limiter aussi le temps de travail, ça fait partie du cadre qui a été posé ici pour assurer une viabilité sur le plan de la santé et sur le plan humain. Alors par contre, c'est 8h-17h avec une demi-heure de pause dans le temps de midi, hein. C'est hyper intensif. C'est très bien documenté dans l'ouvrage déjà Le Jardinier Maraîcher aux éditions Éco-Société, et puis aussi dans un DVD qui est le kit du Jardinier Maraîcher, qu'on peut trouver soit en streaming payant ou en DVD vous pouvez acheter, qui a été développé par Possible Media. Les liens sont en dessous de la vidéo. Alors Jean-Martin Fortier maintenant est chef de culture au niveau de la ferme des 4 temps, qui a un projet de site pilote en matière d'agroécologie au Québec, très ambitieux, sur 64 hectares, avec non de maraîchage, mais aussi de la polyculture élevage. Et donc l'objectif, c'est d'appliquer toute la méthode qui a développé le jardin de la Grelinette, et plus globalement les approches de l'agroécologie sur une échelle plus importante et sur une diversité de formes de production. Donc ça, c'est un projet de long terme là, qui a démarré il y a quelques années. Là aussi, je vous mets le lien vers le site du projet en dessous de la vidéo. Alors, on peut dire quelque chose quand même sur le système. On est sur des planches de travail avec un travail du sol superficiel. Donc l'idée, c'est qu'on va avoir des lits de semences uniformes. Alors on est soit sur du semis, soit sur du repiquage de plantes en fonction des cultures. Pour celles qui sont semées, il y a une exigence qui est d'avoir des lits de semences très uniformes pour avoir un taux de germination optimal. Donc il faut aussi, on est sur un système où on a un repiquage et un désherbage qui sont très rapides avec des outils adaptés. Le travail du sol est souvent fait par un motoculteur, là, comme on peut le voir sur la photo. Alors, outre le fait que ça permet d'avoir un lit de semences uniforme, ce travail du sol permet d'accélérer la minéralisation des matières organiques par oxydation. Donc, phénomène physico-chimique qui amène effectivement un petit boost pour la culture des plantes. Voilà, lié aussi au fait qu'ils utilisent des apports organiques azotés. Donc, on respecte le cahier des charges de la bio, hein, mais après on a des choses assez diverses, aussi bien du fumier de cheval que des produits qui sont déshydratés, comme la corne torréfiée ou du sang séché, qui sont utilisés pour des apports de minéraux et d'azote. Voilà. Alors maintenant parlons du maraîchage sol vivant, MSV hein, pour les intimes. C'est le nom d'un réseau qui existe depuis 2012, qui est une initiative de maraîchers français qui était en
biologique et avec une production diversifiée, sur petite surface, et qui était intéressé par les acquis de l'agriculture de conservation. Alors, pourquoi? C'est parce que dans l'immense majorité des fermes en bio, eh bien, on continue de faire du labour. Et le labour a de nombreuses problématiques, j'en parlerai après, et eux, ils se demandaient comment on pouvait faire sans labour, sans travail du sol, voire sans travail du sol, et ils sont inspirés effectivement des travaux, des techniques, des choses qui sont développées au niveau de ce qui s'appelle l'agriculture de conservation. L'agriculture de conservation qui aujourd'hui en France se développe essentiellement sur des grandes cultures, dans des cultures de céréales, d'oléagineux, de protéagineux, ou de plantes sarclées comme les betteraves. Et qui vise avant tout à ne pas faire de travail du sol. Alors après, la plupart des praticiens d'agriculture de conservation, par contre, continuent eux d'utiliser des produits chimiques pour faire fongicides, désherbants, tutti quanti, donc c'est pas cohérent, utilisent des méthodes qui sont elles pas cohérentes avec l'agriculture biologique. Et donc, mais il n'empêche, ce groupe de maraîchers s'est dit quand même, il y a des choses à en tirer, leur technique, et comment est-ce qu'on peut réadapter certaines techniques dans le cadre du maraîchage bio. Voilà l'interrogation de départ, et comme personne n'avait travaillé sur la question, ils se sont mis au travail. Alors, les voici, trois fondateurs, Konrad Scheiber, ingénieur agronome, François Mullet et Vincent Levavasseur, qui sont eux maraîchers bio. Donc ils sont partis sur un constat de départ qui sont les dégâts du labour. Donc représenté ici par ce petit schéma. Dégâts du labour, donc l'idée du labour c'est qu'on va retourner les couches du sol en profondeur. Alors, on peut varier entre 30, on peut descendre parfois jusqu'à 60 cm de profondeur de labour, tout dépend des techniques et des outils. En tout cas, ça va causer de multiples problématiques. D'abord, déjà de base, le labour, c'est un investissement en matériel. C'est du coup pour s'approvisionner en hydrocarbures. C'est des coûts d'entretien. C'est du temps qui est consacré à la réalisation du labour. Bon, il y a un aspect coût à plusieurs niveaux. Et puis, des problématiques environnementales fortes, parce que derrière, ça va quand même sérieusement réduire les populations la biologie du sol, entre autres les populations de vers de terre. Ça cause des phénomènes d'érosion vraiment importants, qui vont se chiffrer en tonnes de matière, en tonnes de sol par hectare et par an quand même. On a aussi une problématique de lessivage des éléments nutritifs présents dans le sol qui vont être accélérés par cette érosion qui fragmente le sol. Et puis vous avez la problématique de la semelle de labour qui va se former au fur et à mesure qu'on forme des labours, année après année. On va avoir une semelle très dure qui va se former en profondeur et qui va être extrêmement nocive pour le développement des cultures. Donc tout ça, effectivement, ne va pas dans le sens de la durabilité. Et donc c'est pour ça que ça les a interrogés sur les façons dont on pouvait s'en passer. Alors, à mon sens, il faut faire quand même un distinguo entre le labour. On est vraiment sur un retournement des horizons, on est au moins sur 30 cm de profondeur de travail. Et puis le travail superficiel du sol, on va rester grosso modo sur les 10-15 premiers centimètres du sol, sur la couche aérobie du sol, couche très oxygénée, qui pose moins de problèmes, qui continue quand même de poser quelques problèmes d'érosion et de lessivage des éléments nutritifs, mais qui est quand même nettement moins problématique que de la boue. Alors, donc, l'objectif en tout cas de base, c'est la gradation du sol, l'amélioration des propriétés du sol. L'idée, c'est qu'on va pouvoir régénérer la structure du sol et le stabiliser grâce à la biologie, que ce soit du sol, donc toute la cohorte des êtres vivants présents dans le sol, les bactéries, les champignons, les insectes, les vers de terre, etc. etc. À droite, vous avez, c'est les photographies, ce qu'on appelle le slack test. C'est un test de stabilité des sols. C'est tout simple, on va prendre une petite motte de terre, un échantillon, qu'on va mettre dans de l'eau, et on va voir quel est le comportement de cette motte de terre. Et à droite, vous avez une motte de terre qui s'est complètement déstructurée, voilà, vous n'avez aucune cohésion. Et par contre, les deux autres, on a une très bonne cohésion, parce qu'on est sur de la terre qui est une stabilité structurale qui est amenée grâce à cette biologie du sol. Voilà. Donc, in fine, lorsqu'on respecte la biologie du sol et au contraire on la favorise, ça nous permet d'éviter les problèmes d'érosion, d'avoir un sol qui se tient mieux, qui a une meilleure structure, une meilleure stabilité,
Donc in fine, qui aussi lessive beaucoup moins les éléments nutritifs, donc on a moins besoin de fertilisants. Voilà, les intérêts sont multiples. Aussi, on est sur une optique où on va avoir un mulchage systématique, donc une couverture du sol au niveau des cultures, ce qui a de multiples intérêts. C'est bien une protection contre les UV qui va préserver la vie du sol, qui va aussi préserver des jeunes plantules. On va limiter l'évapotranspiration, donc les pertes d'eau par à la fois de la transpiration et des plantes et au niveau du sol. Donc ça va limiter le besoin en irrigation derrière. On a aussi des nutriments qui sont amenés par la dégradation des mulches, si c'est des mulches qui sont organiques, comme de la paille. Ça nous permet de valoriser des déchets, puisque une partie des mulches sont des déchets organiques qui ne sont pas valorisés autrement, comme effectivement les écorces, les paillettes de lin, les paillettes de chanvre, la paille. Ça permet de stabiliser la température au niveau du sol, ce qui est bénéfique pour toutes les cultures. Et puis on a une grande diversité de matériaux possibles, ça peut se discuter. On a des laine de chanvre, maintenant on a des feutrages organiques qui commencent à être mis sur le marché. On a aussi, en termes de mulch, on a aussi les bâches. Une grande diversité de bâches aujourd'hui, des bâches mieux utilisées, du reste des bâches tissées, des bâches qui laissent passer donc l'oxygène et l'eau, plutôt que des bâches qui sont complètement hermétiques. C'est quand même beaucoup plus favorable au bon état du sol et à la biologie du sol. Après, il y a une discussion qu'on peut avoir sur l'utilisation de bâches plastiques. Il n'empêche que les bâches plastiques, c'est très peu coûteux, facile à mettre en œuvre. Certaines sont relativement biodégradables et ont une bonne tenue dans le temps. On peut atteindre bien 10 ans de garantie constructeur sur certaines bâches. Bon. Et puis un avantage des bâches plastiques, c'est qu'aussi elles permettent d'avoir un réchauffement du sol rapide, ce qui est favorable sur le début de culture et les fins de culture. Donc aussi c'est pour optimiser les rendements. Bon, donc ça c'est une discussion en interne, mais c'est vrai que c'est globalement très pratique. Une autre piste de réflexion majeure en maraîchage bio-intensif, c'est le fait d'apporter du carbone, des matières carbonées au sol, d'apporter la ration du sol pour qui va permettre de régénérer le sol d'abord sur les années d'installation et qui va nourrir in fine toute cette biologie du sol. Et donc on va pas être sur un apport que de matière azotée, comme c'est souvent le cas sur du maraîchage biologique et le maraîchage bio-intensif, mais on va apporter du carbone au sol. Alors du reste, c'était aussi une réflexion qu'il y avait dans le maraîchage bio-intensif, tel que formalisé par John Givens. Donc le ratio, on est sur de l'ordre de 20-40 tonnes de matière carbonée par hectare et par an. Donc ça peut être des fougères, des consous, des feuilles mortes, des déchets de tonte, etc. Après, dans ces apports, il y a en particulier l'apport du BRF, du bois ramal fragmenté, qui est un outil majeur sur la régénération des sols et sur le maintien de la fertilité des sols. Bois ramal fragmenté qui, à ma connaissance, c'est aujourd'hui l'outil qui, utilisé à bon escient, permet de régénérer le plus rapidement des sols en mauvais état. Alors, on a une réflexion et une attention forte posée sur la dynamique des vers de terre. Parce que c'est clair aujourd'hui, au niveau de la recherche agronomique, ils ont un rôle majeur sur la structure et la fertilité des sols. Et le réseau MSV se base notamment sur les travaux du biologiste Marcel Boucher sur la question. Je vous renvoie aussi en dessous de la vidéo vers une conférence du dit Marcel Boucher qui vous expliquera tout ça. On a une attention portée aussi sur les mycorhizes et les bactériorhizes, donc c'est-à-dire des symbioses, alors pour les mycorhizes entre les plantes cultivées et des champignons présents dans le sol, pour les bactériorhizes c'est des symbioses entre des bactéries présentes dans le sol et les plantes cultivées. Ces symbioses permettant d'apporter aux plantes de l'eau, des sels minéraux et puis des informations sur les dynamiques écosystémiques, donc par exemple la présence d'un virus, d'une bactérie, d'un autre champignon qui peut éventuellement pathogène. Donc il y a des transmissions d'informations entre champignons ou bactéries et les plantes cultivées, ainsi que, in fine, lorsqu'on crée un réseau mycélien, un réseau de champignons dans le sol, eh bien ça permet de créer une sorte de web du sol qui permet, in fine, aux plantes de communiquer entre elles, de communiquer à la fois des ressources nutritives aux sels minéraux et aussi des informations. Donc ça, il y a beaucoup de recherches aujourd'hui sur le sujet dans l'agronomie,
mais c'est visiblement un axe majeur de réflexion sur la durabilité et la résilience des systèmes agricoles. Autre point de recherche sur lequel se base le réseau maraîchage sol vivant, sont les bactéries fixatrices libres. Donc on a vu les bactéries rhiz, où les bactéries sont liées à des associations symbiotiques, leurs organismes sont liés directement à des plantes cultivées, mais on a aussi d'autres types de bactéries, notamment les bactéries du genre Clostridium, qui elles sont pas liées physiquement aux plantes, mais qui peuvent collaborer avec ces plantes de façon symbiotique, en apportant notamment de l'azote qu'elles vont minéraliser en précipitant du diazote, le diazote qui est contenu naturellement dans l'air. Donc l'air contient naturellement 78% de diazote, et ces bactéries ont la propriété de pouvoir fixer cet azote et de le rendre biodisponible pour les cultures. Donc c'est aussi un axe majeur de recherche et de réflexion aujourd'hui. Le réseau a édité 13 portraits de fermes s'inscrivant dans la démarche en France. Voilà, des rapports vraiment détaillés sur les plans techniques, économiques, dans différentes localités en France. Donc ça, c'est un document tout à fait intéressant. Là aussi, je vous mets le lien pour que vous puissiez le télécharger en dessous de la vidéo. Alors si je devais essayer de faire un essai de comparatif entre les deux approches, dans le maraîchage biointensif, on est sur un pilotage par les apports d'azote. C'est avant tout les apports d'azote qui vont permettre, qu'on va rationaliser, qui vont permettre de penser nos rotations, et penser nos itinéraires techniques. Donc surtout les apports d'azote, on peut avoir des apports de l'azote à long terme sur les composts comme les composts mûrs, des apports d'azote de court terme, facilement minéralisables comme la corne torréfiée ou le sang séché. Gros avantage de ce courant-là, c'est qu'on a beaucoup de références technico-économiques, des itinéraires techniques et des outils qui sont aujourd'hui très bien identifiés, avec des producteurs déjà en place, des rendements élevés qui sont très adaptés sur des installations type microferme. Après, si on est dans les parties plus négatives, on a toujours un travail du sol qui est présent, ce qui nécessite forcément des investissements en énergie, en temps, en argent. Après, on n'est plus sur du labour, même dans le maraîchage biointensif tel que formalisé par John Jevons, où on a le double bêchage se passe uniquement au début, alors l'installation du système. Après il n'y a plus besoin de faire du double bêchage a priori, parce qu'on crée normalement une aggradation du sol sur le long terme qui permet de s'en passer, mais on reste par contre sur un travail du sol superficiel qui est perpétué d'année en année. Donc ça pose question d'abord sur la question de l'aspect investissement, mais aussi sur les aspects de régénération de la vie du sol, de limitation de l'érosion et de lessivage des nutriments. Comme on continue de faire du travail du sol d'année en année, c'est pas encore optimal par rapport à ces problématiques. Ça me pose vraiment question sur leur applicabilité aussi, ces techniques sur grande surface. Voilà. Autant en micro-ferme, elles sont extrêmement adaptées, autant dès qu'on va dépasser ce qui est considéré comme le standard sur la micro-ferme, c'est-à-dire 1,5 hectare par personne travaillant à temps plein sur site, je vois mal. Alors après, c'est sans doute l'objet des recherches mises en place au niveau de la ferme des 4 temps au Québec, mais aujourd'hui je vois mal comment ces techniques peuvent être implémentées telles quelles sur grande surface. Et puis, je vous disais, il y a deux grands courants à l'intérieur du marché biointensif. Il y a le courant développé par Coleman et le courant développé par John Jevons, et celle qui est appliquée par John Jevons, qui à mon sens est plus durable sur le long terme que celle développée par Coleman, du fait de la réflexion notamment sur les questions d'autonomisation et d'apport de carbone. Et bien cette méthode ces courants qui à mon sens est plus durable, il est souvent appliqué de façon complète par les praticiens. Après maintenant sur la partie maraîchage biointensif, le pilotage se réfléchit d'abord par les apports de carbone. Donc ça c'est radicalement différent, et c'est pour ça à mon sens qu'on ne peut pas mixer les deux. Je vois difficilement comment sur le même espace on peut mixer les deux. À mon sens ça n'a pas de sens. Par contre on peut tout à fait imaginer que dans une partie d'une ferme on fasse du maraîchage biointensif, et de l'autre côté on fasse du maraîchage sol vivant. On peut tout à fait l'imaginer. Maraîchage biointensif ayant, comme je disais, le gros avantage d'avoir des références technico-économiques vraiment solides. Donc si vous démarrez une installation, effectivement vous pouvez commencer par du maraîchage biointensif et puis après transitionner progressivement des surfaces de plus en plus importantes utilisées par le maraîchage sol vivant. C'est une stratégie.
mais sur une même surface cultivée, je ne vois pas comment on peut mixer les deux. Donc pilotage par les apports de carbone, donc gros avantage c'est effectivement aucun travail du sol. Ça c'est le parti pris de départ. Ce qui pose du coup derrière des réponses très fortes aux problématiques de biodiversité, d'érosion du sol, de lissage des nutriments, une optique vraiment de durabilité, de résilience optimale, avec une dégradation du sol de long terme. Donc ce qu'on note les résultats expérimentaux, c'est qu'on voit qu'on a une faible pression des ravageurs et des maladies. Alors dû à toute cette biologie du sol qui permet de réguler ces maladies et ravageurs qui sont après tout des signes de déséquilibre du fonctionnement de l'écosystème. Donc là on a un aspect de aussi c'est moins de pression donc, au niveau des ravageurs de maladies et une plus grande résilience par rapport à ce niveau-là. A fortiori c'est applicable sur toutes les échelles. C'est des méthodes qui sont facilement mécanisables sur la grande superficie. Et puis on peut définir avec ça des stratégies d'investissement à encore plus bas coût qu'en maraîchage biointensif. Alors, sur le maraîchage biointensif, on peut déjà démarrer avec des installations à bas coût, de l'ordre de 20 000, 30 000, 40 000 euros d'investissement. Bon, évidemment tout dépend de votre contexte, de votre optique. Après dans le détail les investissements peuvent se discuter. Sur le maraîchage biointensif, on peut, via des itinéraires techniques adaptés, je vois qu'on peut encore diminuer les coûts d'installation. Ça c'est un des gros avantages. Après, dans les faiblesses actuellement du MSV, c'est qu'on manque encore de références technico-économiques et que les itinéraires techniques et les outils sont en cours de défrichage. Alors, après, le réseau MSV est très actif pour développer tout ça, faire de la recherche, développer des sites pilotes, etc. Mais il faut reconnaître que au jour d'aujourd'hui, c'est encore une faiblesse dans le sens de l'approche MSV. C'est pour ça que ça peut poser question lorsque vous installez et que vous n'êtes pas encore très aguerri sur les questions de maraîchage, sur quelle optique sur laquelle vous allez partir. Voilà, il n'y a pas de. Moi j'ai pas de parti pris là-dessus. On peut aussi bien partir sur le maraîchage biointensif parce que vous voulez partir sur des choses très bien identifiées d'un point de vue technico-économique. Partir sur le biointensif et vous donner l'objectif d'année en année de consacrer de plus en plus d'espace au maraîchage biointensif, avec faire des essais-erreurs progressivement pour vous approprier cette autre méthode, ou partir directement sur le maraîchage biointensif. Voilà, après c'est soit si vous partez sur des itinéraires techniques qui ont été déjà bien identifiés par le réseau MSV, comme les itinéraires techniques sur la pomme de terre par exemple, ou si vous les intégrez dans plutôt une démarche de recherche et où il y a une prise de risque, et bien vous êtes d'accord pour faire cette prise de risque, voilà, en vous inscrivant directement dans l'optique de maraîchage solide. Écoutez, j'espère que cet essai de comparatif et de résumé vous aura intéressé. Moi, dans le cadre de mon atelier, l'atelier fertile, je propose des formations, une bonne partie sur les questions agronomiques et les questions d'installation agricole. Je fais des conseils pour les porteurs de projets liés à du jardin ou des porteurs de projets agricoles. Et puis, j'édite des livres, dont le premier, édité 2019, a porté sur les règles de droit à connaître pour se lancer dans un projet agricole alternatif. Plus d'informations sont sur le site internet atelierfertile.com. Si vous avez des retours d'expérience, des commentaires, d'autres ressources à développer, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, c'est aussi tout à fait bienvenu. À bientôt.